7 février 1986. C'est l'énergie, E majuscule, qui animera l'espèce nouvelle. Ce ne sont plus les énergies vitales. Soir. Alors on est complètement crevé, entre guillemets, épuisé par le reflux des énergies vitales et pas encore capable de respirer cet air-là en permanence. Autant respirer la foudre. Mais je me comprends. On est tout à fait pétri de mort, de haut en bas, sauf l'âme la plus profonde ou les régions tout là-haut. Et ça ne supporte pas la mort. C'est complètement intolérant de la mort. C'est pulvérisé aussitôt. Alors nos aïeux sont pleins de morts, nos chromosomes sont pleins de morts et nous sommes tissés de morts. C'est tout le problème pour accepter, entre guillemets, organiquement, cette espèce de foudre. Mais c'est foudroyant pour la mort. D'où cette épouvantable traversée des couches, toutes les couches de la mort qui nous emmaillotent. Et puis ce soleil bleu, S majuscule, sans mort. On peut comprendre facilement que cette espèce de foudre, lorsqu'elle sera librement acceptée par un organisme humain, entraînera des changements très radicaux dans le fonctionnement du corps, mais c'est pour plus tard. C'est l'agent des prochaines mutations. 8 février 1986. Il y a deux choses différentes, mais qui doivent être très liées d'une certaine façon. Il y a le déroulement évolutif et la formation de cette espèce nouvelle qui sera animée par l'autre énergie et qui subira toutes sortes de modifications ou mutations organiques et fonctionnelles sous l'effet de cette autre énergie. C'est ce que Sri Aurobindo appelait l'être de transition. Et puis il y a l'être nouveau. C'est ce bébé ou cet enfant bleu, ce que j'ai vu et que Sujata a vu à plusieurs reprises. Ça, c'est plus mystérieux. J'ai l'impression que c'est mère qui se matérialise dans son corps nouveau et qui, peut-être, se sert d'une aspiration humaine pour se matérialiser dans cette atmosphère-là. Si elle choisissait Land's End, ce serait pas mal après tout. Mais il doit y avoir un lien entre cet être nouveau supramental et la formation de cette espèce nouvelle. J'ai l'impression que cette espèce nouvelle ne pourra ou ne pourrait se former d'une façon répandue, collective, que sous le choc d'une manifestation divine, c'est-à-dire la manifestation de cet être nouveau, qui à la fois nettoierait l'espace terrestre obscurci et cristalliserait les aspirations humaines ou les entraînerait à chercher leur propre mutation. On a du mal à imaginer la formation d'une espèce nouvelle au sein de cette vieille espèce animale de plus en plus obscurcie et peut-être hostile finalement. Il faut un nettoyage ou un éclaircissement préalable. Hostile, oui, ça c'est clair. La tactique de l'ennemi, E majuscule, c'est-à-dire des forces qui semblent dominer le monde. Je dis bien « semblent ». C'est d'éviter à tout prix la démolition catastrophique de leur obscur système. Mais par contre, de tout pourrir du dedans. Pourrir, pourrir, pourrir partout et tout. Abrutir les consciences terrestres, c'est-à-dire récupérer ou contaminer tous les éléments qui seraient susceptibles de faire la transition. Il semble réussir assez bien. C'est pourquoi je n'ai
espoir que en l'être nouveau, la manifestation divine, mère qui fait sauter cette tombe et du même coup la tombe du monde. La contamination d'Auroville, qui cherche simplement à faire une humanité un peu plus agréable, est un exemple de la démarche de l'ennemi. À moins du choc d'une manifestation divine, ils s'enliseront de plus en plus. Note de bas de page, c'est ce que Sri Aurobindo appelait « the downward pull », la gravitation vers le bas, tout est ravalé. Je peux me tromper ou Dieu veuille que je me trompe, mais pour l'instant la situation est obscure. Le problème avait été clairement vu par Sri Aurobindo, merveilleusement vu. Mais je commence à le toucher d'une façon concrète dans mon corps et dans les alentours. En vérité, on ne sait rien. On va à tâtons dans le crépuscule des hommes. Ce mot a toujours du mal à me passer la gorge parce que je ne vois pas beaucoup d'hommes là-dedans. Ce serait plutôt le crépuscule des gnomes. 10 février 1986. C'est un peu terrible. Nuit du 10-11 février 1986, vision. Ce matin, juste avant de me réveiller, c'est-à-dire une fois de plus juste au bord de la matière, j'ai rencontré mère. C'était assez bizarre. D'abord, nous étions dans une chambre et elle me montrait des papiers. Je veux rajouter ça à mon testament. C'était dactylographié, semblait-il, en bleu. 3 ou 4 feuilles de cahier qui devaient être ajoutées à son testament. Le testament, proprement dit, était sur des feuilles plus grandes, taille foolscap. Et elle me disait de garder ces feuilles ajoutées à son testament, où elle n'avait pas l'air de très bien savoir où ranger ses feuilles. Je lui disais non, il vaut mieux que ces feuilles restent avec le testament principal, parce que quand on sépare des papiers, après on ne les retrouve plus. 2 points d'exclamation. Tout à fait l'ouvrier ou la conscience matérielle qui regarde les choses pratiquement et rationnellement. Mère a donc posé ses feuilles dactylographiées, je crois, en bleu, sur le dessus d'une sorte d'armoire classeur. Puis nous sommes allés vers la porte de sa chambre. Mère avait l'air pressée. Elle a ouvert la porte et sur le seuil de la porte, je lui ai dit ou demandé en hâte ce qui me tenait le plus à cœur. Je n'ai pas fait de phrase parce que mère semblait pressée. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette concentration qui grandit de plus en plus ?» Et j'ai fait un geste comme pour montrer une boule qui se gonfle de plus en plus. Et j'ai ajouté « comme du diamant ». Alors mère m'a fait cette réponse énigmatique. Le divin ne dit pas non. Puis elle a refermé la porte. Elle était en hâte. Mais j'ai tout de même rouvert la porte, point d'exclamation entre parenthèses, pour lui dire hâtivement « N'oublie pas ton testament sur le dessus de l'armoire ». 2 points d'exclamation. Comme si mère allait oublier et laisser traîner ça sur le dessus de l'armoire. Tout à fait la conscience matérielle précise et ordonnée comme dans la matière de tous les jours. C'est drôle tout de même. Mais je suis resté avec mon énigme. Le divin ne dit pas non. Non à quoi? Et pourquoi cette hâte de mère? Je n'ai pas eu 5 secondes pour lui dire ce qui me tenait le plus à cœur. Peut-être que mère avait compris en une microseconde. Et qu'est-ce que c'est que ce post-scriptum à son testament, entre guillemets? Note de bas de page. Je suppose que son testament, c'est l'agenda. Oui, c'est tout à fait comme du diamant. Cela a la densité du diamant, mais ce n'est pas solide. Ça passe à travers le corps avec une vélocité inouïe. C'est comme immobile, tant c'est rapide, et c'est d'une densité éclatante et sans arrêt. On a la sensation corporelle, cellulaire,
que tout va éclater. Du diamant bleu foncé. It's almost unbearable. C'est presque insupportable. C'est probablement le deuxième agenda qui se déroule dans l'autre secteur de la matière. Point d'interrogation entre parenthèses. Et je suis là, cloué sur mon lit par cette puissance folle, comme si tout le corps était passé au laminoir. Vraiment comme si tout le contenu cellulaire était écrabouillé et projeté dehors, comme une méduse entre deux rouleaux compresseurs, et ça passe. Et ça augmente de jour en jour. Le divin ne dit pas non. Soir, entre les Esquimaux, le capitaine Flint et l'éprouvette BE-23, mon nom de famille, le Seigneur a été bien éprouvé, point d'exclamation entre parenthèses, moi aussi. Si je pouvais ramener mère dans son corps nouveau, ce serait le plus beau jour de toutes mes vies. Alors tout finirait bien pour la terre. Article de The Hindu, 12 février. Pas de retour en arrière. Les centrales nucléaires fonctionnaient tranquillement et efficacement depuis des années, produisant l'électricité qui fait marcher la société technologique, quand le système s'est effondré à 3 Mile Island, en Pennsylvanie, attirant l'attention sur les dangers qui nous menacent. Les usines chimiques fabriquaient imperturbablement les matériaux censés nous rendre la vie plus facile, lorsque, à Bhopal, le système a sombré dans la folie, apportant la mort et la dévastation au lieu d'une vie meilleure, soulignée par Satprem. Crash aérien, marée noire, contamination par pesticides et autres tragédies ajoutent à notre sentiment de vulnérabilité. Pourtant, la dépendance du monde à l'égard de la technologie rend tout retour en arrière impossible, et il semble bien qu'il règne en fin de compte un optimisme persistant selon lequel les bienfaits de la technologie l'emportent globalement sur ses effets négatifs et sur les épisodes désastreux qui semblent la rendre indésirable. Les navettes recommenceront à voler, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. On en compte 3 autres dans la flotte, Columbia, Discovery et Atlantis. Mais il peut se passer des mois avant que les ingénieurs de l'espace ne diagnostiquent la cause de la catastrophe, n'inventent et ne mettent à l'essai les modifications nécessaires et ne se sentent assez confiants pour donner le signal d'un nouveau compte à rebours. Lorsque les 3 astronautes d'Apollo ont trouvé la mort dans l'incendie de 1967, il s'est passé 20 mois avant que les Américains ne s'aventurent de nouveau sur orbite, puis ce furent les premiers alunissages qui se succédèrent ensuite sans interruption. Quand Apollo 13, en route vers la Lune, fut secoué par l'explosion d'un conteneur d'oxygène en avril 1970, il fallut 9 mois avant qu'un autre équipage Apollo ne soit expédié en mission. Il n'empêche que lorsqu'on préparera le lancement de nouvelles navettes, c'est avec une silencieuse appréhension que le monde suivra le compte à rebours. La logique du diable. On ne revient pas en arrière. Nous avons fait un monstre, faisons-le de plus en plus monstrueux. L'homme n'est pas du tout le maître de sa machine, M majuscule. 13 février 1986. Cette garce de vie sauvage est très irrésistible, et quand elle vous tient, et quand elle vous lâche. Elle se nourrit dans les 2 sens,
de votre vie et de votre mort. Entre parenthèses les deux. Et c'est pareil pour elle. C'est cela qui doit changer si l'humanité doit survivre. Il y aura demain 45 mois que je suis dans l'opération. 14 février 1986. J'ai bien l'impression que Mère cherche à se matérialiser dans son corps nouveau. C'est cela, cette puissance folle, comme du diamant. Ce n'est pas une matière inerte, c'est une matière active, ô combien. C'est très difficile de rapprocher les deux matières, m'avait-elle dit. Je crois que je commence à comprendre. Soit c'est là où l'on ne sait pas où est la frontière entre la matière et l'énergie. M majuscule, E majuscule. L'humanité ne consentira jamais à faire le changement nécessaire, à moins qu'elle n'y soit contrainte. C'est toute la question. Simplement, ils amélioreront le monstre. M majuscule. 16 février 1986. De plus en plus, de plus en plus. 17 février 1986. Comme si le corps se désintégrait tout vivant. Soir. Il y a sûrement une illusion qui se désintègre, une illusion très physique. Mais si l'on a peur, c'est-à-dire si le corps ne sait pas que c'est le suprême, je suppose que l'on doit mourir instantanément. C'est l'illusion qui gagne. On peut dire encore, l'autre réalité, disons mère, en se matérialisant, détruit automatiquement l'illusion. Probablement, elle ne la détruit pas d'un coup, sinon on ne supporterait pas le nettoyage. « 18 février 1986. Maintenant, je sais d'une façon absolue et pratique que le chagrin, la souffrance, c'est le poison de la mort qui se retire. C'est le même serpent, S majuscule, de cette vie entre guillemets sauvage qui crache sa vengeance. C'est ce serpent que j'ai découpé soigneusement et méthodiquement en tranches, couche après couche. Il m'a jeté son venin varié et de toutes les couleurs. Note de bas de page, voir carnet 3, 17 novembre 1983. La croix des chrétiens me remplit de dégoût. Ils préféreraient tous mourir plutôt que de se battre méthodiquement contre ce venin-là. La marque de la vérité, V majuscule, c'est la joie, J majuscule. Nous n'y sommes pas encore, mais ça viendra. Souvent, je me suis demandé, s'ils avaient guillotiné le Christ au lieu de le mettre en croix, je me demande quel genre de truc se ballotterait dans les églises. 19 février 1986, vision. C'est intéressant. Cette nuit, j'ai visité un lieu qui était un camp de concentration nazi. Et c'était comme un musée. Chaque endroit propre, nettoyé, avec sa petite étiquette. Crématoire, Appelsplatz, douche. Si je comprends bien, toute cette horreur abominable a été nettoyée. Oh, ça, c'est une rareté que seule la puissance nouvelle peut avoir opérée. C'est drôle comme ces opérations assez formidables n'ont l'air de rien. Et toujours avec un certain humour. Il a fallu 43 ans. Après-midi, le corps est en train de vivre un impossible miracle suprême. C'est comme une transmatérialisation. On ne sait pas ce qui se passe. C'est physiologiquement fou et divin. C'est mourir et naître en même temps, mais naître on ne sait pas à quoi.
Et alors cette foi divine au fond du corps, tout au fond des cellules, comme quelque chose qui est déjà au-delà de la mort, au-delà des barbelés, au-delà de la vie que nous connaissons, mais dans la matière. Une matière inconnue. Et de plus en plus. PS, c'est très difficile pour les jambes. Sois, Pierre, mon jeune frère, cette étincelle divine qui se revêt d'un fardeau innommable. 20 février 1986, ça devient presque impossible. Cette matière-ci ne peut-elle donc pas supporter la vérité divine? Soir, c'est peut-être impossible, mais ce que le divin veut sera en lettres capitales, quoi que ce soit. Où est l'obstacle? 22 février 1986. Je suis devenu tellement fragile et vulnérable, à tout, en italique. 23 février 1986. Maintenant, l'expérience physique est claire, E majuscule. On est enfermé dans un cocon de mort, un cocon physique mortel. Et une puissance formidable vous extirpe en lettres capitales du cocon mortel. Alors toute la mort crie en lettres capitales, tire sur les nerfs, donne des douleurs au cœur, veut faire éclater le cerveau. Tout se débat, la mort se débat, et il faut une ténacité en lettres capitales, dans la foi cellulaire, traverser, traverser, traverser. C'est toi, c'est toi, c'est toi. En lettres capitales, la réalité physique, c'est toi. Une démonstration saisissante de l'illusion de la mort, l'illusion physique des nerfs, du cœur, du cerveau. Mais c'est le cocon de la mort qui éclate. Ce sont les barbelés du camp qui sont déchirés en lettres capitales, et ça est. Ça seul est. C'est la réalité physique. Ce matin, pendant 1h40, sans arrêt, en dépit de tout. Hier, j'avais tellement mal, entre guillemets, dans les jambes, que j'ai arrêté au bout de 30 minutes. Aujourd'hui, c'était pareil, et le corps a passé à travers le mal. Il faut une immobilité totale, en lettres capitales totale, comme un glaive de feu cellulaire qui traverse tout imperturbablement. Il y a ça, il y a toi, et puis c'est tout. C'est la mort qui a mal. Je me souviens, il y a 4 ou 5 jours, j'ai eu des douleurs aiguës dans le cœur, 7 ou 8 fois de suite, à intervalles. Et le corps a dit, je m'en fiche. Et c'est comme cela. Il y a vraiment une illusion physique à traverser. C'est le mal qui a mal, c'est la peine qui est peinée. Le divin rit en lettres capitales. Mais tant que ça dure, c'est peinant. Après-midi. Il n'y a pas de doute que c'est une espèce de supplice. Je me demande dans quelle mesure le cocon individuel est lié au cocon général. C'est tissé de la même matière ou de la même fausse matière. L'atavisme individuel, c'est l'atavisme du monde. Le programme individuel, c'est le programme de tout le monde. Si un chaînon saute quelque part, soir, une âme peut s'évader au ciel, c'est possible. Mais qui a vu un corps s'évader de la vieille espèce? Cela ferait un trou alarmant dans leur système S majuscule. Toutes les sirènes du monde se mettraient à rugir. Alerte au monde! Ce serait amusant. Le monde en danger de la vérité. Le pape ferait une grande messe pour le salut de pour le salut de mensonges. Et M. Reagan enverrait quelques fusées en détresse vers Saturne ou les extraterrestres. PS.
Ce n'est déjà pas commode d'être un abominable yéti parmi les hommes, mais un abominable intraterrestre. Qui l'eût dit? La sensation du corps, c'est d'entrer dans un bouillonnement atomique bleu foncé. 24 février 1986, toujours la même observation. Au-dessus, la vieille superstructure se sent déchiquetée, désintégrée. Au-dessous, les cellules du même corps boivent ça avec adoration, comme la vie même. Une vie jamais goûtée. C'est tout de même déconcertant. Et rien ne les ferait lâcher. Rien en lettres capitales. Le corps pourrait sauter, tout pourrait sauter, elle ne bougerait pas. Je m'en fiche, il y a ça. C'est étrange ce double corps. L'un qui a mal, l'autre qui boit du petit lait. Du nectar atomique plutôt. Je ne comprends pas. Mais les sciatiques sont diablement là. Ce système nerveux a l'air d'être l'incarnation même du mensonge. Je pense souvent à cet oisillon déchiqueté dans le moyeu de la roue comme à une énigme jamais déchiffrée. Les hiéroglyphes de mer sont bizarres et pourtant si vivants. Ce sont les nouvelles fresques de Thèbes, à moins que ça ne soit les bandes dessinées de Thèbes, Inde. Il doit y avoir une relation intime entre ce système nerveux, le jeu corporel, et cette mémoire désastreuse de l'espèce. La douleur n'est pas perçue là où elle a lieu, mais dans le cortex. Alors c'est peut-être là où elle n'a pas lieu. C'est le cortex qui fabrique ces mensonges. Et si on le sabordait? Blague à part, il y a une énigme non résolue. Où est la vérité de la douleur? Tout notre camp de concentration individuelle est fondé sur des signaux d'alarme. Pour le reste, les policiers et les consuls sont là. Nuit du 24 au 25 février 1986. J'ai encore revécu cette nuit certaines scènes de ma dernière vie. Une dernière vie qui a dû se répéter plusieurs fois sous des masques différents. 2 scènes. Et c'était si déchirant, si navrant, que j'ai cru que mon cœur allait se briser. C'est cela qui m'a réveillé, ce cœur au point de craquer. Il a fallu longtemps pour le calmer. Donc c'est la conscience tout à fait matérielle, corporelle, de cette ou ces dernières vies qui revivait son cœur brisé. Pourquoi dois-je revivre tout cela? C'est quelque chose comme les camps de concentration que je n'ai pas digérés. Une empreinte si terriblement physique, et ce chagrin. Comme si c'était l'humanité souffrant de pas un homme. Je comprends de mieux en mieux pourquoi le chagrin, la douleur sont mon ennemi. J'ai un terrible compte à régler avec ce serpent-là qui m'a tué plus d'une fois. Et c'est comme le fond symbolique de la douleur humaine, le désastre le plus répandu. C'est la victoire que l'humanité doit remporter. Il y a 2 choses qui semblent se recouvrir, comme un décalque recouvre une carte de géographie, par exemple. Il y a ce grand clavier avec ses notes si profondes, si engrainées ou implantées dans la matière, et ce maître pianiste qui joue ses concertos désastreux et combine les notes avec un raffinement épouvantable et délicieux. C'est le subconscient de la vie, V majuscule et entre guillemets. Et puis, il y a ces barbelés. Ça, c'est la réalité plus nue et brutale. C'est le subconscient du corps. Mais quand le grand clavier se dégage avec toutes ses cordes maléfiques et mélodieuses,
ce sont les barbelés qui apparaissent. Telle est mon observation. J'aime mieux les barbelés, on ne se trompe pas. Mon père a passé les dernières années de sa vie en contemplation devant son Christ crucifié, avant de mourir d'un cancer. Mon frère a passé la dernière année de sa vie à écouter les quatuors de Beethoven avant de se suicider. Le grand maestro de la souffrance les a eus, encore que j'aime mieux Beethoven. Mais c'est un même mensonge. Je veux la réalité, R majuscule, pure. Après-midi. De seconde en seconde, on est au bord de la désintégration. Et puis ça continue par je ne sais quelle grâce. 27 février 1986. Pourquoi est-ce si suppliciant? Je ne sais pas. 28 février 1986. Il n'y a qu'à essayer jusqu'au bout. Voilà tout.